La descente sous grand parachute a duré 15 minutes. Ensuite, un troisième parachute a été déployé, plus petit, afin de pouvoir accomplir la descente en moins de 2h30, puisqu'on était limité par le temps de visibilité de l'orbiteur qui servait de relais en faisant un survol à grande distance de Titan. Donc en fait, la descente a duré 2h28, donc on était presque à la limite. Et la sonde qui s'est posée à la surface a survécu à l'atterrissage et a continué à fonctionner pendant plusieurs heures. La liaison radio a permis de récupérer toutes les données. Enfin, quand je dis toutes les données, nous avions 2 canaux pour une raison. D'ailleurs, ça me faisait penser tout à l'heure, il faut allumer le bouton quelque part pour que le projecteur fonctionne. Eh bien, pour l'un des récepteurs radio à bord de Cassini, on avait oublié d'allumer un bouton. Donc le récepteur n'a pas fonctionné. Donc c'est bon. Donc nous avons reçu toutes les données sur un canal. Malheureusement, on a perdu une certaine redondance. Mais bon, la qualité des données était vraiment exceptionnelle. Donc on a reçu ces données pendant 2h28, plus 1h12 à la surface. Et en plus, on avait mis en service un réseau de récepteurs, de grands récepteurs de télescopes radio, tout autour de la planète quasiment, qui, en fonctionnant en réseau, ont permis de détecter le signal, mais uniquement la porteuse du signal émis par Huygens. Donc nous avons pu détecter une information importante, cruciale, qui aurait été perdue du fait qu'on avait perdu un canal. Donc ce réseau de récepteurs de grands télescopes radio au sol a permis en quelque sorte de compléter le jeu de données que Huygens nous a envoyé directement. Donc nous avons vraiment eu un très bon jeu de données. Et donc, les récepteurs radio ont détecté pendant toute la descente plus de 3 heures à la surface. Et Huygens, qui fonctionnait sur pile, sur batterie, a cessé de fonctionner, on pense quelques 10 à 20 minutes après que la liaison radio avec les télescopes au sol ait été terminée. Alors juste un résultat récent sur Huygens. Alors ici, c'est une illustration qui a été faite à partir d'une des images, des photos prises par Huygens après l'atterrissage. C'est l'illustration du site d'atterrissage de Huygens. Et c'est une illustration qui montre que la surface est recouverte d'une matière un peu sableuse. Et en fait, ça ressemble beaucoup à un lit de rivière. Donc, mais ce n'est pas du sable que l'on connaît sur Terre. Cette matière sableuse est formée de cristaux de glace d'eau et de matière organique. C'est un mélange de ces deux matières, cristaux de glace d'eau et matière organique. Il fait moins 180 degrés à la surface, donc l'eau elle est gelée. Alors, cette matière sableuse et ces galets, ce sont des galets de glace d'eau. À la surface de Titan, l'eau est solide, ce qui est liquide, c'est le méthane, et ces galets sont des galets de glace d'eau. Donc sur Titan, la roche, c'est de la glace d'eau, le sable, c'est un mélange de cristaux de glace d'eau et de matière organique. Donc Huygens a atterri, Alors, un résultat très récent va vous montrer que Huygens n'a pas fait qu'atterrir. Alors je ne fais pas de commentaires, je vous laisse voir. Alors, en fait, c'est une analyse qui a demandé 7 ans de travail. Parce que les données qui ont dû être utilisées pour reconstruire cette illustration est faite à partir de résultats d'analyse pour reconstruire la dynamique de la sonde pendant l'atterrissage à l'impact et juste quelques secondes après l'impact. Il a fallu assembler, mettre ensemble un grand nombre de données disponibles, des données qui n'étaient pas toujours prévues pour faire ce genre d'analyse, beaucoup de modélisation, et les équipes, principalement les équipes de la caméra, l'Université d'Arizona et le Max Planck Institute en Allemagne, ont réussi à reconstruire, à partir des données de la caméra,
des accéléromètres à l'intérieur de la sonde, cette dynamique de la sonde. Alors ceci c'est important parce que on sait, alors ce que j'aurais dû dire ici, c'est une lampe. Il y avait sur Huygens une lampe, ce n'était pas pour éclairer la surface, il y avait suffisamment de lumière du soleil pour prendre des images. Mais c'était seulement pour l'un des détecteurs en infrarouge. Il mesurait la réflectivité de la surface, pas vraiment en infrarouge, afin de mieux analyser la composition de la surface sous le spot lumineux. Alors, cette analyse est très importante parce qu'elle nous permet de repartir d'une information solide en ce qui concerne l'attitude de la sonde après l'impact. Donc la sonde après l'impact, elle était stable, et l'un des instruments dont je vais parler brièvement, la sonde électrique, il y a deux sondes électriques de chaque côté de la sonde. La position des deux sondes est cruciale pour l'analyse de la réponse de cet instrument après l'atterrissage. Donc c'est un travail sur lequel on est penché actuellement, et nous utilisons cette information très récente pour essayer d'interpréter le résultat. Alors bon, je vais, comme je suis un peu en retard et que je vais vous parler du futur, je vais passer les détails. Bon, ce sont les deux sondes électriques, mais je voudrais juste vous dire que c'est l'instrument qui a permis de sonder l'intérieur de Titan et de déduire qu'en dessous de la couche de glace de 50 km, entre 50 et 100 km d'épaisseur, il y avait aussi un océan d'eau liquide, une couche d'eau liquide. Alors, cet instrument a permis de détecter la profondeur, l'existence et la profondeur de cette interface entre la glace et l'eau liquide. C'est vraiment un résultat très intéressant qui semble prouver que Titan est aussi une lune avec un océan d'eau liquide à l'intérieur. Alors juste pour terminer, le futur. Alors, les explorateurs de Titan sont vraiment très motivés et très actifs pour essayer de suggérer une nouvelle mission. Alors je donne ici la liste de toutes les études ou les propositions de mission qui ont été faites depuis 2007 à la NASA, des études ESA-NASA en 2008-2010, des études ESA, une proposition de nouvelle mission en 2010 avec un ballon. Alors ici j'aurais dû le spécifier, une montgolfière, un ballon air chaud, une sonde dans un lac et un orbiteur. Vraiment c'était la mission la plus complexe que nous avons étudiée pendant 2 ans, mais seulement étudiée. Une autre proposition pour un orbiteur autour de Titan, avec quelques passages au-dessus d'Encelade. Une mission d'un avion, un petit avion, qui est emmené dans une sonde, qui déploierait ses ailes automatiquement, et qui pourrait voler pendant plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, et explorer Titan. Et enfin, une étude récente qui a perdu la compétition il y a quelques mois seulement. C'était une étude NASA dans un programme Discovery pour un petit atterrisseur dans un lac. Donc il y a vraiment une envie de retourner vers Titan. Alors pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler, j'ai ici les 3 éléments principaux de la mission que nous avons étudiée pendant 2 ans. Un orbiteur qui ressemble beaucoup à Cassini, un ballon à air chaud qui a été développé et qui a été étudié principalement en collaboration entre le CNES, les spécialistes des ballons au monde, et la NASA, le JPL de la NASA. Donc c'est vraiment un véhicule que l'on aimerait bien que le CNES continue à étudier. Et enfin, un petit atterrisseur dans un lac. Donc voilà le futur. Alors, horizon 2020, 2030, non, 2030, 2040, 2050, je ne sais pas. On retournera vers Titan, et sans doute que l'un de ces éléments, une combinaison, sera privilégié. Alors, je ne peux pas m'empêcher, parce que je suis un peu un rêveur, de parler du futur lointain. Il y a un nouveau... Alors, comme je disais,
7 ans pour aller vers Titan, Saturne, 15 ans pour Uranus et 20 ans peut-être pour Neptune. Il y a un nouveau moyen de propulsion qui est étudié actuellement par des chercheurs finlandais. Je participe je suis un collaborateur qui permettrait de voyager, d'envoyer des sondes atmosphériques dans Jupiter en 1 an, dans Saturne en 2 ans, dans Uranus en 3 ans, dans Neptune en 4 ans. Alors bien sûr, quand je dis Saturne 2 ans, je pense aussi à Titan, également dans 2 ans. Alors c'est le principe, alors je pense que vous connaissez tous le principe de la voile solaire, qui utilise la pression de radiation des photons du Soleil pour se propulser. Ici, nous utilisons non plus les photons, mais les protons. Et ce n'est pas une voile, un film, c'est un réseau de câbles, de très longs câbles, de plusieurs dizaines de kilomètres de long. Le modèle de référence est 20